BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy. Et il est 10h02 sur BFM Business, donc c'est l'heure des experts de l'IMO, votre rendez-vous quotidien pour parler immobilier et logement. Première séquence avec notre pro de l'IMO du jour. Je vous interpelle si vous nous écoutez et que vous nous regardez. Vous êtes un professionnel du secteur, vous avez un témoignage terrain de votre métier, coup de cœur ou coup de gueule. Vous nous écrivez les experts de l'IMO @bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, on sera en ligne avec une courtière en Bretagne qui nous dira comment l'investissement locatif peut aussi redynamiser nos villes. Après le pro de l'IMO, c'est le débat du jour et aujourd'hui on parle rénovation énergétique ou plutôt précisément qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la performance énergétique de mon logement, qui plus est si je suis propriétaire bailleur d'une passoire, quel bon geste, pour quelles économies d'énergie, à quel prix et pour quelles aides. On verra tout ça en plateau, mais d'abord vous l'aurez compris, c'est l'heure du pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Camille Lerouzic, responsable des bureaux Finance Conseil du Morbihan. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes avec nous parce que vous avez quand même une très jolie histoire. Je le disais, c'est des coups de cœur mais aussi des coups de gueule ce pro de l'IMO. Et là, c'est en l'occurrence un coup de cœur. L'histoire de quelqu'un qui est devenu serial investisseur et qui a fait quand même beaucoup de bien à la ville de Vannes. Tout à fait. En fait, il s'agit vraiment de mettre en lumière un joli parcours d'un client que j'accompagne depuis plusieurs années, Monsieur Nouri Mounir, qui a démarré comme commis de cuisine il y a 15 ans. Donc sa première opération a été de racheter d'abord le fonds de commerce de son patron. Et en 15 ans, en fait, Monsieur Nouri a investi de façon variée dans des fonds de commerce. Aujourd'hui, il exploite 7 affaires de restauration sur Vannes, mais aussi dans des appartements, des maisons et des petits immeubles. L'idée des premiers investissements, en fait, c'était de pouvoir loger ses salariés, donc avoir une proximité de son lieu de travail. Quand on travaille dans la restauration, compte tenu des contraintes horaires, c'est important. C'est important de pouvoir fidéliser aussi ses salariés. Donc, il a eu vraiment une logique de loyer à des prix modérés, voire en deçà du marché. Et donc, c'est vrai qu'on a un marché qui est extrêmement tendu sur Vannes, comme dans beaucoup d'autres villes. Monsieur Nouri est allé vraiment à contre-courant des investisseurs classiques qui privilégient aujourd'hui le Airbnb. Donc là, c'est vrai qu'il s'attache vraiment à redétendre ce marché de l'immobilier et donner accès au logement. Sur cette première phase d'investissement, Monsieur Nouri a certes profité, on va dire, d'un contexte favorable. C'est vrai qu'il était au démarrage dans les ratios d'endettement et puis on avait un contexte plus favorable. Cependant, donc, au gré des investissements, l'encours a grossi et nous sommes passés bien au-delà des ratios d'endettement et dans un contexte en fait de marché, un durcissement de ce marché. Donc on a eu un changement de cap avec Monsieur Nouri, il a basculé vraiment en profil investisseur. Notre accompagnement a été primordial à ce stade. Il a fallu construire de vrais partenariats, avoir des équités dans les transactions. Et donc, on a démarré clairement avec un partenaire bancaire. Aujourd'hui, nous en sommes à 4. Camille, je vous interromps oui. Parce que là, ce qu'on croit comprendre, c'est que vous avez quand même rencontré d'autres difficultés à mesure que on a eu des durcissements d'accès au crédit avec un taux d'endettement qui a évidemment grimpé. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'au-delà de cette histoire inspirante, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible d'avoir la même histoire finalement d'investissement? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive encore à financer ce type d'investissement? Tout à fait. Dès lors qu'on est bien en préparation des projets, le tout c'est de construire aussi parfois une histoire, de se caler aussi en fonction du contexte bancaire, des contraintes, sur des notions d'apport, le bon choix de la structure. Là aussi, quand on dépasse les ratios d'endettement, c'est soit on privilégie la SI, la SRL de famille. En fait, c'est très important de poser le cadre des projets et je dirais qu'aujourd'hui, tout est encore possible dès lors, là aussi, qu'on a une vraie réciprocité avec son partenaire bancaire. On voit parfois des profils qui vont papillonner à droite à gauche sur chaque opération, mais sans avoir de vision long terme, alors que quand on est investisseur, on va avoir plusieurs biens à acheter, plusieurs opérations. C'est important effectivement de construire aussi le partenariat avec sa banque. Merci Camille. Avec notre partenaire. Merci Camille. Camille Lerouzic, responsable des bureaux Finance Conseil du Morbihan. Merci d'avoir été avec nous et encore une fois, je vous interpelle, professionnels de l'immobilier, écrivez-nous les experts de l'IMO @bfmbusiness.fr pour témoigner de votre métier sur notre antenne. D'ici là, il est 10h07 sur BFM Business et c'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat. Et
Et à mes côtés pour ce débat, Laurent Nataf, cofondateur et président d'Omelior. Bonjour. Bonjour Marie. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Jourdan. Vous êtes le directeur de la stratégie d'Acorus. Bonjour. Voilà, bonjour Marie. Eh bien, on va parler d'un sujet qui nous passionne sur BFM Business et partout ailleurs, la rénovation énergétique. J'avais promis des conseils, des cas précis, pratico-pratiques, mais avant de démarrer, forcément, actualité oblige. On a appris pendant le week-end, et c'est confirmé, on est en mesure sur BFM Business de vous le dire, une baisse, un nouveau coup de rabot sur MaPrimeRénov' dans le cadre du prochain budget là, qui va arriver à l'Assemblée nationale. A priori, on nous parle de 700 millions d'euros en moins. On passerait de 2,5 milliards d'euros, budget global pour l'année 2025, à, donc si mes calculs sont bons, 1,8 milliard. Ça va le faire encore ou pas, messieurs, je vous regarde ? Ça devient compliqué. Ça devient clairement très compliqué puisque ça fait maintenant un certain temps qu'on nous parle en fait de la bascule des aides liées au certificat d'économie d'énergie vers MaPrimeRénov' pour une meilleure prise en charge, un meilleur contrôle des différentes dépenses. Et puis depuis ce jour, on ne fait que nous raboter ce budget puisqu'on rappelle qu'au départ le budget de MaPrimeRénov' était à 4,5 milliards. On avait flirté avec les 5 milliards en début d'année dernière, non ? Exactement, oui, tout à fait. Donc voilà, on a demandé, en tout cas le secteur de la rénovation énergétique a demandé un peu de visibilité pour pouvoir savoir comment préparer l'avenir des entreprises de la rénovation énergétique. Et puis on a l'impression de recommencer à zéro chaque année, puisque là, fin du mois de janvier, on nous annonce en fait encore une fois un changement pour l'année en cours. Mathieu, là au ministère du Logement, on nous dit les négociations sont encore en cours, ce seront aux parlementaires de décider finalement l'ampleur de cette enveloppe pour MaPrimeRénov'. On rappelle que Valérie Létard, ministre du Logement, a toujours prôné une stabilité sur MaPrimeRénov'. Là, vous tombez de haut, vous aussi ? Alors, tomber de haut, on est habitué malheureusement au changement d'orientation de la politique des aides du logement. Je pense que c'est vrai que c'est anxiogène en fait pour les copropriétaires. Ça renforce finalement le besoin d'accompagnement des copropriétaires pour pouvoir leur donner l'ensemble des aides possibles. Parce qu'il y a des aides sur MaPrimeRénov', mais il y a aussi beaucoup d'autres aides. Des aides sur, effectivement, il en reste encore sur les certificats d'économie d'énergie. Et puis beaucoup d'aides locales. Des aides locales dont on parle finalement assez peu. Et beaucoup d'aides locales. On est à Paris. La ville de Paris, par exemple, subventionne massivement, par exemple, le raccordement au réseau de chaleur. Et aujourd'hui, si vous êtes copropriétaire d'un immeuble à Paris, vous pouvez presque gratuitement, à Paris, mais aussi dans beaucoup d'autres villes de province, raccorder votre chaufferie collective, si vous en disposez d'une, au réseau de chaleur. Donc il y a quand même encore des aides, mais bon, c'est quand même pas un super bon signal, on va pas se mentir. Non, c'est pas un bon signal parce que une copropriété, c'est une petite démocratie interne. C'est aussi un paquebot, puisque faire des travaux de rénovation énergétique dans le schéma actuel classique, c'est entre 3 et 5 ans. Donc si sur 3 et 5 ans, les dispositifs changent, la cristallisation et la concrétisation des décisions est plus compliquée à atteindre. Mathieu, nombre de copropriétés E, F et G de moins de 50 lots, 259 000. Oui, 259 000, c'est un... Alors, les copropriétés de moins de 50 lots, c'est pratiquement 90% des copropriétés en France. La moitié, en fait, sont classées E, F et G. Alors, si on distinguait un peu, on dirait que le E, c'est à peu près 30%, donc ce qui est énergivore et qui doit faire l'objet d'une rénovation. Les étiquettes F et G, donc ce qu'on qualifie de passoire thermique, c'est pas loin de 20% de ces copropriétés, donc c'est colossal. C'est pas rien. C'est 2 millions de logements en fait. Ouais, c'est vraiment énorme. Et du coup, ce qui m'emmène sur le sujet de l'enveloppe de MaPrimeRénov' tend à se réduire malheureusement. On a un délai à respecter quand on est propriétaire bailleur. On rappelle, depuis le 1er janvier, les logements G sont officiellement interdits à la location. De mémoire, 2028, ce seront les logements F et 2034, les logements E. On est d'accord là-dessus. Donc maintenant, ma question, c'est de dire, compte tenu de l'affaiblissement de l'enveloppe de MaPrimeRénov', est-ce qu'on n'aurait pas tendance à conseiller à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent d'accélérer pour essayer de bénéficier très vite, tant qu'il y en a encore, de l'argent public pour essayer de faire les travaux de rénovation qui s'imposent, Laurent ? Aujourd'hui, les propriétaires déjà sont contraints. Les logements G sont interdits de mise à la location, donc ils n'ont pas le choix de réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et après, pour accélérer, ça va dépendre en fait sous quelle forme on va attaquer, réaliser ces travaux. En passant via la copropriété, on sait qu'on est sur un processus long qui passe par un vote en assemblée générale. Et après, on parle de travaux plus privatif où là, on va pouvoir améliorer la note énergétique du logement, en tous les cas
pour un propriétaire bailleur assez rapidement, avec des travaux assez simples et de mise en exécution, afin de pouvoir louer son logement. Mais justement, en copro, ça prend combien de temps? On va parler des gestes qu'on peut faire techniquement, combien de temps ça prend, qu'est-ce que ça me fait gagner, tout ça. Il faut qu'on soit pratico-pratique parce qu'on ne comprend plus rien. Mais déjà, dans une copropriété, c'est quoi les délais pour finalement aller vers la vraie réno? Alors nous, ce qu'on constate, c'est que les délais, c'est aujourd'hui entre 3 et 5 ans, avec minimum 3 assemblées générales. Notamment du fait, et c'est un des problèmes en fait de ces rénovations, de la fragmentation de l'expertise au long du projet. Souvent, vous démarrez par un diagnostic suivi d'un audit, suivi ensuite d'un recours à une maîtrise d'œuvre, donc un architecte ou un bureau d'études. Et puis ensuite, vous allez faire appel aux entreprises de travaux. À chaque fois, on remet en cause souvent ce qui est fait par l'acteur de l'étape précédente. Donc, il n'y a pas d'unité. Donc nous, ce qu'on croit, c'est que en fait, une des clés en fait, pour avoir des rénovations énergétiques globales, c'est d'être rapide, c'est-à-dire de pouvoir réaliser les opérations en moins de 3 ans, avec 2 assemblées générales. C'est ce qu'on a imaginé. Donc au mieux, c'est moins de 3 ans en fait. Au mieux, c'est moins de 3 ans, oui, parce qu'il faut une assemblée générale pour décider au minimum de lancer en fait le projet. Et puis, alors dans l'offre, nous, qu'on propose, une deuxième assemblée générale au moment du déclenchement des travaux. Et on ne peut pas éviter au minimum ces 2 assemblées générales. Et de la concertation entre copropriétaires qui, je le rappelle, n'ont pas des intérêts forcément alignés. Il y a des copropriétaires. Qu'est-ce qui se passe quand on a des copropriétaires, propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs? Comment vous arrivez à aligner les intérêts de tous, en fait? Parce que vous le disiez, c'est une petite démocratie. Oui, alors, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir la majorité des voix. Donc, l'unanimité n'est pas requise. Je pense qu'il faut dialoguer. C'est comme dans une démocratie en dehors de la copropriété. Il y a quand même beaucoup de bénéfices à faire une rénovation globale aujourd'hui. Qu'on soit propriétaire bailleur, on a des obligations. Mais si on est occupant, on peut avoir d'abord le souci du confort, le souci de la réduction de sa facture énergétique. Une rénovation globale, c'est moins 35 à moins 50%. Nous, c'est ce qu'on voit chez Acorus quand on fait des rénovations. Et puis, c'est aussi la possibilité de valoriser son bien, puisque dès qu'on sort un tout petit peu des zones tendues, la valeur verte, c'est-à-dire le fait de bénéficier d'une bonne étiquette de rénovation énergétique, est un élément clé. Il y a des écarts de prix qui deviennent quand même très importants dans certaines régions, dans certaines villes. Évidemment, quand c'est très tendu, la valeur verte a moins de sens. Voilà. Mais effectivement, quand on s'éloigne des zones tendues, les valeurs vertes, c'est moins 10, moins 15%, moins 20%, voire l'impossibilité de vendre le logement parce qu'il est considéré comme épave thermique et impossible à louer. Laurent, c'est une des questions en préparant cette émission que je vous ai posée, c'est peut-être on a beaucoup dit c'est compliqué de faire les travaux, etc. Attention, si on sort tous les logements G du parc, eh bien il y aura moins de logements à la location, quand bien même ils étaient passoires thermiques, c'est quand même mieux d'avoir un toit sur sa tête. Enfin quand même, vivre dans un logement G, c'est pas la panacée, Laurent, on va quand même redire. C'est quoi l'impact pour ceux qui y vivent en fait? L'impact est très clair. Tout d'abord, il y a un confort qui peut être parfois dramatique. Un logement G, c'est une passoire thermique, c'est-à-dire qu'on est on peut avoir sur des infiltrations dans la maison, des murs non isolés, des fenêtres simple vitrage. Donc déjà en termes de confort, en termes sanitaires, ça peut être extrêmement négatif pour la famille. Vous parlez d'humidité, de moisissure. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est vraiment le côté sanitaire. Et ensuite, évidemment, pour des raisons économiques, un logement G, par définition, est un logement qui est en surconsommation. On parle d'économie d'énergie jusqu'à 50%, c'est-à-dire que vous avez une facture, vous payez le double de ce que vous devriez payer avec un logement rénové. Donc évidemment, ces 2 axes-là sont extrêmement importants pour les familles et pour les Français qui vivent dans ce type de logement. Il faut évidemment les rénover, c'est une évidence. Se dire, on peut quand même vivre dedans, il y a un toit... c'est, je pense, pas la solution. Bon, on rentre dans le détail un tout petit peu là quand même. C'est quoi le geste que je dois privilégier si je ne peux en faire qu'un seul? Je vous regarde tous les deux, le premier qui a envie de parler. Je pense qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, en fait, pour toute rénovation, on est sur du sur-mesure. Tout dépend de la situation initiale de la copropriété, savoir dans quel état est l'enveloppe du bâtiment, est-ce qu'il a déjà une première isolation ou pas, et puis ensuite, quels sont les équipements en fait, qui sont installés. Ce qui est clair, c'est que la logique veut qu'on privilégie d'abord l'enveloppe. L'isolation. Plutôt, voilà, l'isolation. Alors, thermique par l'intérieur, thermique par l'extérieur, la toiture, avant de parler des équipements, puisque l'amélioration de l'enveloppe réduit les besoins de chauffage et donc permet de redimensionner correctement en fait, les installations de chauffage ou de ventilation. Isoler
avant le système de chauffage. Voilà, idéalement, c'est ça. Idéalement. Mais c'est pas toujours possible, puisque dans beaucoup de copropriétés, notamment celle qu'on adresse avec notre nouvelle offre Yatou, on est souvent dans des copropriétés de centre-ville où il y a des contraintes architecturales avec les bâtiments de France, donc on ne peut pas isoler par l'extérieur, on empiète aussi sur le domaine public, donc c'est pas toujours autorisé par les villes. Donc reste la solution de l'isolation thermique par l'intérieur, qui n'est pas non plus toujours évidente à accepter pour un copropriétaire, puisque elle réduit la surface, et dans les zones tendues où le prix du mètre carré est très élevé, c'est pas de gaieté de cœur qu'on peut accepter de perdre de la surface. Vous en avez beaucoup là, Laurent, individuellement, de ces propriétaires qui se disent bon bah tant pis, j'empiète un tout petit peu sur ma surface habitable? On n'en a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une copropriété, alors on disait, moi je suis pour évidemment d'abord tout isoler avant de parler de système de chauffage. Donc dans une copropriété, c'est extrêmement simple. Il faut isoler l'enveloppe, c'est-à-dire isoler les murs, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, et changer les fenêtres. Et là, on a isolé un logement. Et ça me revient à combien, ça, l'isolation, la seule isolation là? Alors l'isolation des murs, c'est exclusivement les murs qui donnent vers l'extérieur, et non pas l'ensemble des murs du logement. On est aux alentours des 80 € du mètre carré pour un mur réisolé, refermé avec le placo et tout ce qui va bien. Et les fenêtres, ça va dépendre évidemment de la taille des fenêtres. On est aux alentours des 800 € par fenêtre. Et on peut être accompagné par des dispositifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un immeuble où, par exemple, l'isolation thermique par l'extérieur est possible, le processus sera très long. Aujourd'hui, un propriétaire qui a un appartement classé G n'a pas le temps d'attendre, et c'est aujourd'hui la seule solution d'isolation qui s'offre à lui, c'est de le faire par l'intérieur. Pas besoin de demander quelconque autorisation, que ce soit à la copropriété ou aux administrations. Il peut isoler de l'intérieur facilement. Alors, on perd un peu de surface, mais on gagne en confort. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai eu des gens sur le plateau qui m'ont vendu des systèmes qui permettaient justement de réduire au maximum l'épaisseur de ce qui me permet d'isoler, et donc de réduire au maximum ma baisse de surface. Il y a vraiment Oui, alors les solutions existent, elles sont peu nombreuses. D'abord parce qu'elles ont été peu démocratisées jusqu'à maintenant. C'est des solutions, ce qu'on appelle l'isolation sous vide ou isolation mince. Donc elles sont très performantes, elles sont extrêmement coûteuses. Ah, c'est ça le problème. On est plutôt de l'ordre de 500 à 600 € le mètre carré. Wow. Voilà. Mais ce qui peut se justifier dans les zones tendues, où si on équilibre en fait par rapport au prix du patrimoine, la perte de mètres carrés rapportée en fait à l'amélioration de la solution d'isolation thermique par l'extérieur, le bénéfice peut pencher pour cette solution-là. Et je suis aidée pour l'isolation? Alors oui. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu un flottement. Si je faisais l'isolation toute seule, j'avais rien, donc il fallait que je fasse une réno globale ou je sais pas quoi. En fait, c'est ce qu'on appelle les gestes simples. Sur les gestes simples, on est censé être accompagné. Alors l'avenir nous le dira, puisqu'on attend évidemment les nouveaux textes. Et ce qu'on a pu lire dans les médias ce week-end, c'est que les gestes simples sortiraient peut-être du giron de MaPrimeRénov'. Mon Dieu. Voilà. Et là, ça serait évidemment beaucoup plus embêtant. Une erreur fondamentale, parce qu'on l'avait vécu en début d'année dernière, où là, justement, il y a eu un coup d'arrêt des travaux de rénovation. Complètement, puisqu'on ne peut pas imposer, en fait, aujourd'hui aux propriétaires de faire des travaux de rénovation d'ampleur ou de rénovation globale. C'est quasiment impossible. Et puis si on s'adresse aujourd'hui aux artisans de l'ensemble des métiers de la rénovation énergétique, aujourd'hui un artisan spécialisé dans l'isolation ne va pas faire de rénovation globale. Il accompagne ses clients que sur la partie isolation. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir accompagner un client sur l'ensemble d'une rénovation globale avec chauffage, etc. Mais ce qui est dingue, c'est ce qu'on se dit là, et on l'a vu techniquement en début d'année dernière, effectivement, si on vire le geste simple, on n'a plus de réno. Mais en même temps, tous les deux, en préparant cette émission, vous avez quand même dit que l'idéal, ça reste la rénovation globale quand même. Est-ce que finalement, bon an, mal an, avec les aides dont je peux bénéficier, éventuellement un éco-PTZ, je ne sais pas comment ça se passe à l'échelle d'une copro aussi, est-ce qu'à la fin, mon reste à charge ne sera finalement pas plus faible si je fais une réno globale plutôt que par geste? Parce que pour le coup, quand j'ai utilisé une fois MaPrimeRénov', par exemple, c'est terminé derrière. Mathieu ? Oui, alors nous on croit beaucoup aux rénovations globales parce que c'est ça qui permet d'avoir de l'impact. Donc ce qu'on a fait en fait dans l'offre qu'on a lancée au mois de septembre, donc qui s'appelle Yatou, c'est de pouvoir offrir aux copropriétaires l'ensemble de la décision assez rapidement. C'est-à-dire à la fois pouvoir évaluer en fait le coût des scénarios de travaux en fait sur la base des études thermiques, en même temps le bénéfice. Donc combien ça me rapporte en termes d'économie d'énergie. Et ça, vous allez le faire individuellement par Voilà, pouvoir s'engager, en fait, et ça, je crois que c'est ça un des sujets qui manque pour la rénovation globale, c'est des engagements des entreprises sur l'impact sur la consommation énergétique. Est-ce qu'on peut s'engager, et c'est ce qu'on fait nous, sur moins 30, moins 50%? C'est souvent ce qu'on a en rénovation globale. Donc ça représente 600, 700, 800 € par an. Et puis deuxièmement, s'engager sur le saut d'étiquette.
Ça, c'est la deuxième chose qui est importante. La clé, et puis, troisième chose qui est importante, et ce qu'on fait dans cette offre, c'est de pouvoir donner aux copropriétaires l'ensemble du financement. Donc pouvoir dire de manière simple à un copropriétaire, si je prends un exemple, vous avez une copropriété qui est aujourd'hui F, on peut la passer en B, baisser de 50% l'économie, la consommation énergétique. Ça va vous coûter aujourd'hui à peu près 30 000 euros par logement. 2 tiers sont finançables par des subventions, MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie, un fonds chaleur. Et sur le tiers restant, les 10 000 euros, vous pouvez prendre un prêt. L'éco-PTZ, par exemple. L'éco-PTZ, ça va vous coûter entre 50 et 100 euros par mois. Mais là-dessus, vous avez par exemple 25 ou 30 euros, si je prends moi l'exemple que j'avais. D'économie d'énergie. D'économie d'énergie. Donc finalement, pour 70 euros par mois, vous avez le saut d'étiquette, vous avez un bien qui est mieux valorisé, vous réduisez votre consommation d'énergie, puis vous améliorez votre confort. Donc ça vaut le coup. Donc la rénovation globale, je pense que c'est un pari audacieux, c'est un pari qui vaut le coup d'être tenté. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir donner très rapidement l'ensemble des données aux copropriétaires pour qu'ils puissent décider. Laurent, on a regardé aussi, vous m'avez transmis aussi des chiffres sur une rénovation globale de manière un peu individuelle aussi. Et là, on monte jusqu'à 90% en fonction évidemment de mon profil de propriétaire et de si je suis très modeste ou voilà, mais on peut aller jusqu'à 90% de subvention pour ma réno globale. Et vous m'avez mis dans une rénovation d'un logement de 100 mètres carrés avec isolation, chauffage, ventilation. Exactement. Mais au final, est-ce que justement, c'est ce que je disais, là typiquement Mathieu le formalise à l'échelle d'une copro, est-ce qu'à l'échelle individuelle, vous arrivez à dire à monsieur ou madame machin, là typiquement, il vous restera tant de reste à charge si vous faites une réno globale, alors que si vous n'aviez fait que ça, vous auriez eu un reste à charge bien plus important ? Tout à fait. Alors, quand la rénovation globale est possible, évidemment, c'est le projet le plus intéressant pour un propriétaire, que ce soit d'un appartement ou d'une maison individuelle. MaPrimeRénov', donc le parcours accompagné, avec le fameux MAR, donc mon accompagnateur rénov', permet pour les foyers qui ont les revenus les plus faibles de la grille de l'ANA de bénéficier d'une prise en charge jusqu'à 90% du montant total du devis. Pour cela, il faut un changement de chauffage pour notamment une pompe à chaleur, il faut au moins 2 points d'isolation. Donc ça peut être pour une maison individuelle les combles et les murs extérieurs, par exemple. Il faut de la ventilation. En fait, il y a tout un bouquet de travaux obligatoires. Et dans ce cadre-là, et si c'est possible pour le cas que j'ai pu vous donner, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant puisque la prise en charge, c'est là où elle est le plus importante, le reste à charge est le plus faible et l'économie d'énergie la plus importante. Il nous reste 3 minutes. Il y avait juste quand même un sujet que je voulais aborder avec vous, puisque là, on parle des gestes, des économies sur mes factures d'électricité, etc. Enfin, des gains de performance énergétique. Mais en réalité, moi, pour avoir reçu pas mal de gens et être interpellée souvent sur les réseaux sociaux, il s'avère que parfois, un geste finalement pas le plus coûteux me permet de gagner déjà ce qu'il faut en note de performance énergétique. C'est pas forcément décorrélé techniquement à mes émissions carbone ou à mes gains sur ma facture, mais juste si je veux rentrer dans les clous de la réglementation, ça fit. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter à faire des travaux comme ça si finalement juste un geste me suffit ? C'est une vraie question. In fine, vous devrez de toute façon les faire. La rénovation globale, en fait, à terme, elle sera faite dans l'ensemble des logements. Mais on va prendre un cas très simple. Vous êtes propriétaire d'un logement G dans un bâtiment où la majorité est plutôt bien notée, C ou D. Vous avez l'obligation rapidement d'améliorer la note énergétique. La copro va pas forcément valider le projet puisque l'ensemble des autres logements sont plutôt bien notés. Et ben là, avec des travaux très simples, assez rapides, vous pouvez augmenter la note énergétique de notamment 2 classes en faisant par exemple les murs intérieurs. En tout cas les murs intérieurs qui donnent vers l'extérieur et les fenêtres. Avec ça, vous pourrez avoir un saut de 2 classes, un meilleur confort et mettre en location votre logement. Mathieu, vous êtes face à ces débats aussi en copro ? Oui, on est sur ces débats. Ce qui est important, c'est que marginalement, faire plus de travaux, c'est pas beaucoup plus coûteux aujourd'hui dans l'état actuel des aides. Donc, si on est propriétaire, on aurait bien tort de s'en priver parce qu'il y a un coût d'entrée en fait quand même pour faire des chantiers, c'est-à-dire consulter des entreprises. Voilà, donc, je pense que c'est un peu la solution que nous on veut avoir, c'est-à-dire une solution d'ensemblier pour se dire tiens, au fond, vous pouvez venir nous voir et on prend globalement votre problème en compte de A à Z, c'est-à-dire à la fois sur l'étude thermique, sur l'impact énergétique, le coût des travaux, le financement, et pour pouvoir vous proposer une solution clé en main. Je pense qu'on l'a peu dit là dans le débat, une des clés aussi du décollage de la rénovation énergétique, c'est le changement de l'offre, d'avoir des offres intégrées, complètes de A à Z,
pour que on simplifie en fait. Voilà, pour qu'on simplifie et qu'on crée de la confiance. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire là avec Acorus et notre offre Yatou. Ouais, simplifier, créer de la confiance en espérant qu'on n'ait pas encore 12 000 instabilités sur MaPrimeRénov', puisqu'on a commencé ce débat là-dessus. Merci à Laurent Nataf pour Omélior et à Mathieu Jourdan pour Acorus d'avoir été avec nous. On reviendra sur ces sujets de la rénovation énergétique. Malheureusement, le temps nous est compté. Mais comme pour bénéficier de MaPrimeRénov', dépêchez-vous. Il est 10h27 sur BFM Business. Et tout de suite, je laisse le micro à Lorraine Goumeau pour Tout pour investir. Nous, on se retrouve demain. Et je vous rappelle cette adresse mail où vous pouvez nous écrire lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. À demain. Les experts de l'IMO sur BFM Business.